Moi, j'ai mes optiques à moi, mais l'idée, c'est, avec tout le parc d'optiques qu'on a devant ici... Ouais, on a quand même 22 optiques sur les 44Z. 22 optiques, 5 boîtiers. On est confort. On est pas mal. Là, on peut assurer. Je pense que c'est ce qu'il faut, du coup, pour faire de la photo de mariage. Il faut bien avoir 20 optiques et 4 boîtiers. Et la carte Nikon Pro après, ouais. Et la carte Nikon Pro. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Nous nous retrouvons dans une vidéo dans laquelle j'ai un invité, c'est Roland Serbiel qui est responsable avant-vente chez Nikon. Alors oui, j'ai une relation assez particulière avec Nikon puisque j'utilise du Nikon et aussi je suis Nikon Creator France. Donc c'est un plaisir d'accueillir Roland que je côtoie depuis maintenant plusieurs années et qui va nous parler de matos Nikon et surtout quel est le matos le plus approprié pour les photographes de mariage, que ce soit les boîtiers, que ce soit les objectifs. Il y a beaucoup de choses adaptées au monde de la photo de mariage et du coup nous allons en parler dans cette vidéo. Donc bienvenue Roland. Bonjour, merci Sébastien de m'inviter. Donc là, nous allons parler de Nikon. C'est une spéciale Nikon aussi. Pourquoi? Parce que je suis Nikon Creator. Je fais partie de la team Nikon. Alors, je shoot en Nikon et donc l'idée aussi, c'est de parler de Nikon. Voilà. L'idée de cette vidéo, c'est de parler du matériel Nikon pour pouvoir shooter des mariages. Donc l'idée c'est ça, l'idée dans un premier temps à vous parler des boîtiers qui sont, que vous pouvez utiliser, des objectifs qu'on conseille, et puis après de ce qu'il y a dans les boîtiers, des configurations de boîtiers. Alors ce sera pas une configuration totale, ça sera pour une autre vidéo, les choses qu'il y a dans les aides qui vont nous permettre de faire plus facilement des photos et surtout de plus facilement ne pas les rater, plus facilement les réussir. Moi j'aurais tendance à dire, souvent bien régler un appareil photo nous permet de gagner du temps en post-production, et si on est dans une logique de mariage, on le fait pour gagner des sous et c'est important de travailler vite. Et le temps de post-production gagné, c'est peut-être du temps de prospection, de communication derrière. Ou du temps de dodo, ou du temps avec votre famille, ou tout ça, ou à faire des puzzles. Donc, dans un premier temps, les boîtiers, qu'est-ce que tu nous conseilles comme boîtier sur un mariage? Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que je suis légitime déjà pour parler de la photographie de mariage avant de conseiller? C'est vrai. Quelle est ton expérience en photo de mariage? Alors, avant d'être chez Nikon, j'en ai fait un petit peu, mais surtout, je baigne dans un environnement où ma mère vendait des robes de mariée, ma femme vend des robes de mariée, ma fille assure la communication digitale de la boutique de ma femme, qui fait que j'entends parler de mariage tous les jours. Ça va, ça te fait pas chier au bout d'un moment? J'en peux plus. Mais suffisamment de recul également pour comprendre comment ça marche, et d'autant plus qu'avec Nikon, je suis proche de la FPPMI qui regroupe beaucoup de photographes qui tournent dans le mariage, donc ça me permet aussi dans les salons d'écouter les préoccupations. Non, première chose, il est clair, c'est du plein format. Et oui, non, on est sur du mariage. Si vous êtes missionné, je pense que c'est pas uniquement pour faire l'échange des alliances et les photos de groupe et puis mamie, etc. dans l'environnement qui est bien habillé, c'est que vous rajoutez votre patte derrière. Donc oui, il est clair que votre écriture photographique va passer par les différentes pattes. Est-ce que vous êtes dans du storytelling? Est-ce que vous êtes dans des ambiances plutôt lumineuses ou des traitements de la couleur particulière, des traitements des arrière-plans, des traitements des nets flous? Donc vous avez à la base une écriture, une patte, et l'ensemble du matériel photo sera là à votre service et sera là pour vous aider à travailler vite. Donc il est clair que oui, un boîtier plein format, je pense que c'est le minimum de base. Et là, chez Nikon, on va commencer au Z6 II, Z7 II, Z5. On va continuer ensuite sur du ZF, qui est un petit peu différent. Et puis après, il y aura Z8 et Z9. Et de manière générale, plus vous allez monter en gamme, plus vous serez dans une productivité accrue. J'entends par là, on peut débuter et puis signer 4, 5, 6 mariages par an. Et puis après, on peut être dans une logique où de fin avril à fin octobre, tous les samedis, on est sur le terrain et on produit. Donc, on n'aura pas le même équipement, la même rentabilité derrière. Et c'est donc un choix dans les gammes et c'est un choix dans la progression. Il y a aussi le choix, évidemment, dans qui vous êtes, puisqu'en fonction de votre taille, de votre poids, de votre force, si on reste sur la même gamme Z9 ou Z8, évidemment le Z8 est plus petit et du coup on va avoir moins de besoin de force pour ça. Le ZF il sera encore plus léger et c'est vrai quand on est sur un Z6, quand on a une petite main, ce qui est pas totalement mon cas, on est aussi peut-être plus à l'aise sur des boîtiers plus petits également. Une histoire de batterie aussi, puisqu'entre la batterie du Z9 qui gère une autonomie différente, imposante par rapport à la batterie de tous les autres, puisque c'est les mêmes. Et c'est vrai que derrière ce poids se cache un petit peu qui vous êtes et votre façon de percevoir la photographie
photographie. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de très discret sur mariage, plutôt en mode paparazzi, un petit peu en recul, ou est-ce que vous êtes réellement un metteur en scène du mariage et que vous êtes suffisamment mature pour dire stop, l'entrée d'église elle est ratée, vous reculez, on la refait et vous prenez l'événement. Non, on fait pas ça. On n'en fait pas ça. On voit des photographes plus présents que d'autres. Ouais. Et puis après, il y a cette logique également de dire je sublime la mariée, est-ce que je suis capable de sortir des réflecteurs? Ouais, c'est elle la reine de l'action, quoi. Ça, c'est encore, ou du flash et tout ça, et ça, c'est encore du... Alors ça, c'est plus ton boulot, mais ce que je garde en tête, c'est que souvent dans un mariage, on recrute et indirectement, si on fait bonne impression, on est sûr d'avoir des retombées derrière, quoi. Quand tu dis qu'on recrute, c'est qu'on est plutôt, qu'on va avoir des gens présents qui vont faire appel à nous pour des futurs mariages. Ben ouais, parce que le plus dur, c'est le premier contact, et c'est vrai que si dans votre façon d'être, ça correspond à la façon d'être de vos clients, ça match. La deuxième question qui va se poser, c'est la définition. Est-ce que je suis dans une logique de faire beaucoup d'images, d'en livrer beaucoup, et un capteur de 24 millions me correspond bien? Ou est-ce que je suis dans une logique d'aller chercher du grand format, des grandes impressions ou du recadrage derrière, parce que des fois on a besoin de recadrer. Et là, les 45 millions des Z8 notamment se justifient complètement. Le ZF est à combien? 24. 24. Voilà. Okay. Après, dans les deux 24, entre le choix du Z6 II et puis le choix du ZF, c'est plutôt un choix un petit peu statutaire parce qu'on véhicule tous une image et l'image que l'on véhicule avec un ZF est complètement différente et puis il faut l'habillement qui va avec. Petit côté hipster de ce côté-là, hein? Ouais. On est clair, si t'as pas la barbe, t'as pas de ZF si t'es un mec, quoi. C'est ça. On dit pas de bras, pas de chocolat, pas de barbe, pas de ZF. Farbe. Quand on débute en photographie de mariage, investir 1000-2000 euros dans un boîtier, c'est déjà énorme. Alors que quand on a 15-20 ans de pratique, que l'on est sur un roulement d'une activité qui marche bien, qu'on a des investissements annuels, on va réfléchir différemment. Sachant qu'une optique, en général, on la garde une petite dizaine d'années. Et puis les boîtiers, on les change toutes les 2 générations. Mais là-dessus, Nikon, aujourd'hui, a une politique de mise à jour firmware qui est très très intéressante où on fait évoluer les appareils photo. Donc ils ont des durées de vie beaucoup plus longues que ce que l'on a connu au début du numérique où la puissance des processeurs ne permettait pas de rajouter de nouvelles fonctions. Aujourd'hui, on est sur des processeurs surdimensionnés, donc les produits évoluent de façon gratuite avec du firmware nouveau. Il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que on est sur une chaîne professionnelle ici, donc c'est assez logique. C'est pas comme quand on était amateur, ou si vous êtes encore amateur, quand on est pro, c'est très différent, puisqu'en fait, on s'achète du matériel et on va faire de l'argent avec. Même si c'est pas le matériel qui va nous permettre de faire de l'argent, dans le sens où c'est ce qu'on va vendre, comment on va le vendre, qui vont nous permettre de signer des contrats qui vont nous ramener de l'argent et grâce à ces appareils-là, on pourra faire nos prestations. En fait, le truc, c'est nos appareils sont entre guillemets du consommable. C'est à quelle durée de vie un Z8? C'est maintenant, vu qu'il y a beaucoup moins de mécanique à l'intérieur. On ne sait pas répondre. C'est pas qu'il y a moins de mécanique, c'est qu'il y a plus de mécanique. Donc il y a plus d'usure. Où l'avant des appareils photo, on disait 200, 300, 400 000 déclenchements sur un mécanisme de chambre d'un obturateur. Il y a plus d'obturateur, il y a plus de mécanisme de chambre, donc il y a plus d'usure. Donc le déclenchement, on s'en fiche. Et puis il y a des modes de 120 secondes qui fait qu'il y a des boîtiers qui ont 1 million de déclenchements, on en voit passer et ils sont comme neufs. Donc je pense que ce qui va faire le vieillissement, c'est soit vous n'êtes pas soigneux et indirectement les boîtiers, ils ont été malmenés et les boutons s'arrachent, les œilletons s'arrachent, etc. Ok. Je vois pas de qui tu parles. Ça, c'est de l'usure. Ou alors, ce qui fera l'usure, c'est tout simplement l'évolution des fichiers, parce qu'on va se rendre compte que dans 7-8 ans, les capteurs des générations suivantes auront repris encore de nouvelles fonctions, de nouvelles, dynamiques, colorimétriques. On basculera peut-être sur d'autres standards. Aujourd'hui, on est sur les standards sRGB .98. Peut-être que dans quelques années, on aura des espaces couleurs plus grands, que sais-je. Après, rappelez-vous, il y a 10 ans, 15 ans, nos appareils photo, on faisait déjà des bonnes photos avec nos appareils photo. Donc là, on continuera à faire des bonnes photos avec ces appareils-là. Ça dépend aussi de si vous voulez un boîtier, 2 boîtiers. C'est sûr que se trimballer avec un seul boîtier Z9, pourquoi pas. Mais si on se trimballe avec 2 boîtiers, comme moi, parce qu'on est en focale fixe, d'avoir 2 Z9 sur un de chaque côté, ça pèse aussi au bout d'un moment. On a beau se muscler un peu, on a beau être en forme, ça pèse quand même au bout d'un moment. Ouais, c'est pour ça que si vous êtes dans une logique de 2 optiques avec 2 boîtiers, faites en sorte d'avoir des références très proches ou voire les mêmes. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que de chercher une fonction sur un appareil photo. Et puis dans la post-production, on aura également la même chromie. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes dire « Ouais, c'est bon, je bascule à l'hybride avec mon boîtier principal et puis mon boîtier secondaire reste un réflexe classique. » Ah ouais, mais non, c'est pas les mêmes boutons, c'est pas les mêmes modes de travail, c'est pas la même chromie derrière. L'écriture des optiques, elle sera un petit peu différente. Et dans la livraison globale d'un reportage où on va livrer
intégrer dans un album une série d'images, ben, le photographe, il aura son œil attiré, il dira merde, ça je l'ai fait en réflexe, ça c'est, voilà. Je nuance un tout petit peu, je lui fais, pas hybride et réflexe, mais même deux marques différentes. Et des fois aussi, quand j'ai un second ou une seconde, elle est pas forcément dans la même marque non plus que moi. À la fin, on galère un peu, mais on y arrive quand même. Après, c'est vrai que j'ai vu une grosse différence quand je suis passé du réflexe à l'hybride. Il y avait quand même beaucoup de réglages que je faisais en post-prod sur Lightroom qui ont dû être changés. Après, ça se fait. Je veux dire, c'est pas rédhibitoire non plus, ça se fait. En fonction aussi du budget, peut-être en début à partir sur un Z5 ou un Z6 II. Ça, c'est l'excellent boîtier du débutant, ouais. Moi, il a faim. Il y a un chat qui a faim. Il est l'heure, mais t'auras pas à manger tout de suite. Bien fermer la porte, très important. Et c'est vrai que si vous êtes débutant, le Z6 est un excellent produit parce qu'il a une super colorimétrie, il a une très très belle montée en sensibilité. Il a des autofocus avec des détections de sujets, notamment de yeux, donc il permet de travailler de façon simple. Et puis de manière générale, comme tous les hybrides, on travaille en voyant le résultat et le rendu. Donc même si vous n'avez pas fait 3 ans d'école photo, on arrive quand même à produire des belles choses de façon simple. Ouais. On passe à la gamme aussi au Z7. Alors si on passe au Z7 II, c'est qu'on a une recherche de définition plus importante. Oui. Donc on peut très bien travailler en binôme Z6 II, Z7 II avec une volonté d'aller chercher un 45 millions de pixels. Pour certaines photos, peut-être, qui peuvent, par exemple pour les photos de groupe, où il y a beaucoup de monde, ce genre de choses. Exactement. Donc là, on va basculer, ou tout simplement les photos de couple, vous savez que derrière, vous allez vendre du tirage plutôt important. Donc oui, on va aller chercher du 45 millions. Si on passe du côté hipster, on a le ZF. Ouais, tout à fait. Et puis, il faudra mettre les bonnes... Ça va râler dans les commentaires en disant ça. Non, mais on s'affiche différemment en tant que photographe. Hein. Donc, son look, non, il faut en prendre parti et ça peut être un atout. Ou alors, ça peut être aussi un boîtier secondaire. Je peux très bien avoir un Z8 et puis un boîtier secondaire, un ZF, et puis je ne le sors pas au même moment. Et le sortir en soirée, le sortir dans des modes d'échange avec des invités dont on sait que ça sera les prochains mariés, bah ouais, c'est un outil intéressant à ce niveau-là. Puis, je tiens juste à dire aussi un truc, c'est qu'il y a une chose quand même qui est différente entre les deux boîtiers, c'est l'écran derrière. On a d'un côté l'écran qui est sur les Z, sauf ZF enfin Z6, Z7, Z8, Z9, qui sont orientables et donc qui sont dans l'axe de la prise de vue, alors que dans le ZF, on va regarder à côté pour avoir l'écran. Si on veut qu'il soit un peu orientable, évidemment, on peut le mettre derrière comme ça, hein, bien sûr, mais on va plutôt l'avoir sur le côté, ce qui est pour moi un petit peu dérangeant quand je suis en reportage. C'est vrai que j'aime pas regarder sur le côté quand mon action se passe là. Oui, et puis après il y aura l'école aussi de ceux qui sont complets dans la visée parce qu'ils sont dans leur sujet, que ça leur permet de s'isoler l'arrière-plan. J'avoue que c'est un truc, depuis que je suis en hybride, je shoot beaucoup plus à l'écran. Ça me permet d'être beaucoup plus réactif parce que en gros, entre tu vois, être comme ça et de se dire j'y vais, ou être comme ça et faire ma photo vite fait comme ça, bah, j'arrive à être un peu plus réactif grâce à l'écran. Alors ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de photographes qui travaillent plus à l'écran. Ouais. Et beaucoup de vidéastes qui travaillent beaucoup plus au viseur. C'est vrai? Ouais. C'est rigolo ça. Et comme les stabilisations sont très efficaces et qu'elles prennent le relais sur tous les différents bras articulés qui stabilisent, j'ai plus le nom exact, gimbal, etc. Ouais. Donc c'est d'autres façons de faire. Donc, et après, bah, on passe sur la gamme Z8, Z9. Plutôt Z8, je dirais quand même que Z9. Oui, après je connais des photographes de mariage qui ont plaisir à bosser en Z9 parce que le boîtier ne sert pas qu'à ça. Et que le week-end, ils font du mariage avec, mais peut-être... Il sert à taper sur les gens. Ouais, ou ils feront un petit peu de sport la semaine, ils feront d'autres activités corporate, ils l'emmèneront un petit peu dans un studio, donc ils ont besoin de quelque chose de robuste. Après, évidemment, on n'a pas un boîtier par type d'utilisation. Je vous ramène à la vidéo qu'on a faite sur F1.4 sur la partie quel boîtier, quelle optique pour quelle utilisation. Évidemment, on a bien vu qu'il n'y avait plusieurs choix et que de toute façon, on n'a pas l'argent non plus pour se dire je vais utiliser tel boîtier pour telle activité et un autre boîtier pour une autre activité. Même si on adore vous donner de l'argent, il y a un moment, on peut pas vous donner tout notre argent non plus. Il faut qu'ils en gardent aussi pour mes formations. Ce qui fait la qualité d'une photo, c'est la qualité de la lumière, c'est votre intention photographique. Et l'objectif est un outil à votre service. Donc le choix d'une optique, c'est surtout le choix d'une réflexion de quelle écriture je souhaite avoir et quelles sont mes contraintes de prise de vue. C'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux, parce qu'on ne vend pas tous les mêmes prestations de mariage et puis on n'est pas tous à avoir la même personnalité pour avoir un petit peu la même façon d'écrire. Donc là, il y a des tendances qui s'ouvrent. Il y a des tendances et les tendances, c'est un petit peu deux axes. C'est soit je mets en image
image tout ce que je vois, soit j'essaye de sublimer tout ce que je vois. Donc dans la direction, je mets en image ce que je vois. Graduellement, je verrai 4 types de travaux. Vous aurez un petit peu le côté minimaliste. Je l'ai connu avec certains photographes qui ont basculé notamment avec du ZF. C'est en gros le 26 mm, c'est le 28 à côté ou c'est directement le 40. C'est 2 focales fixes ou pour travailler correctement, on se doit d'être au cœur de l'action. Et c'est vrai que c'est des focales qui doivent tourner autour des entre 300 et 600 euros, quoi, en gros. Après, on est toujours dans cette logique de capture. Et là, je trouve très intéressant de basculer avec des zooms de 8 parce que finalement, avec 1 ou 2 focales, on fait énormément de travaux. Et donc là, je vous ai amené la première qui est le 28-75 de 8 et qui a son grand frère qui est donc le 70-180 de 8. Donc, ce sont 2 optiques qui sont très légères, qui ouvrent à 2.8, donc lumineuses, et qui ont toute leur force en face d'un Z6 II, d'un Z7 II, etc. Le 70-180 pèse autant que le 24-1.8. Donc là, si vous avez toute la journée 1 ou 2 boîtiers en bandoulière, oui, ce choix d'optique légère a son importance. Et là, avec cette logique de zoom, vous faites tout, quoi. Et je suis persuadé que le 28-75 fera 80% de vos images. Et puis là, vous allez plutôt aller chercher des expressions, des plans. Dans tous les moments morts, vous allez immortaliser des portraits, peut-être basculer en noir et blanc parce que vous avez repéré une lumière particulière dans un lieu de culte, vous avez une larme, etc. Puis on est sur des focales qui tournent entre 1200 et 1000 et 1400 euros, quoi. Ouais, à la différence du 24-70 du coup de 8 qui est forcément plus lourd. Et que l'on va raccrocher directement avec son alter ego 70-200. Et donc là on est plus autour des 2005 si je dis pas de bêtises. Pas optique, ouais. Après, si je capture plutôt en vidéo, le 24-120 est un très bon compromis, d'autant plus que si vous êtes en vidéo, à tout moment vous pouvez capturer un crop DX et continuer à sortir de la 4K. Donc oui, on ramène pas mal de plans différents. Quand on se met en crop DX, ça veut dire qu'on va zoomer. En fait, c'est comme si on passait en APS-C et donc du coup on zoome. C'est un zoom de combien? 1.5. De 1.5, donc on a 1.5 de zoom tout en gardant en vidéo en 4K puisque du coup normalement il enregistre. Ouais, c'est ça, le capteur il garde. Donc, le capteur peut le faire. Donc avec le 24-120, vous basculez en DX sur une fonction et puis c'est comme si vous travailliez au 180 mm. Bon, ça permet d'aller chercher du détail. Volontairement, comme je pouvais pas tout amener quand on se parlait de photographie de mariage, j'ai pas trop ouvert sur les hyper grand angles. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont plaisir parce qu'ils sont dans l'action, que c'est important d'avoir un 20 mm pour les photographies, notamment de soirée où ça danse parce que le photographe il se met au cœur et il va chercher. Je vais jusqu'au 14 maintenant. Toi, tu vas jusqu'au 14. Je trouve que les hyper grands angles nécessitent une grande maturité photographique et tout le monde n'arrive pas de suite à travailler au hyper grand angle parce qu'il faut être très proche d'un sujet et puis très souvent, il faut avoir un premier plan qui nous ferme un petit peu l'image. Donc voilà, je verrai un petit peu ces sélections d'images-là dès le moment où on est plutôt à immortaliser ce qui se passe. Je fais du reportage classique. Maintenant, si on embraye sur le petit côté, je cherche à sublimer ce que je vois parce que finalement, côté photographe, je commence à avoir de la bouteille, je commence à avoir une écriture affirmée, je vais chercher autre chose derrière. Et les personnes qui ont signé chez moi, c'est parce qu'indirectement, elles viennent chercher ma patte. Donc, à vous de travailler cette patte. Et c'est vrai que là, travailler avec des focales fixes, c'est un petit peu plus pertinent. Donc là, on aura 2 séries qui vont un petit peu s'opposer. Ça va être les série des 1.8, 35, 50. Je crois qu'il y a le 20 qui traîne par là. Ici, j'ai le 85 qui intervient. Oula. C'est pour montrer qu'on les a tous. Et ce qui est intéressant là-dessus, ça va être surtout de se dire, je travaille avec 2 boîtiers, je travaille avec 2 focales fixes pour aller plus loin et c'est quels sont mes 2 choix. Donc là, on revient toujours sur les mêmes questions. Quelle est mon écriture? Qu'est-ce que je vais chercher? Et derrière, quels sont mes rapports net flou et quelles sont un petit peu mes unités de lieu? Parce que j'ai souvenir avoir vu un photographe complètement dépité qui rentrait d'un mariage, il était plutôt débutant et les mariés n'avaient pas du tout aimé. Et pourtant, j'étais au 70-200 de 8, etc. Donc, montre-moi tes photos. Et c'est vrai que la mariée était très belle, avait des magnifiques flous, sauf qu'il avait complètement oublié que derrière il y avait un château, que les mariés avaient investi dans le château et que le château on ne le voyait sur aucune image. Ah oui, il était que au télézoom tout le temps, quoi. Lui il avait fait une session de portrait et il sublimait les expressions. Mais ça était plus légitime que moi pour dire ce qu'il y a, mais dans tous les cas j'attache de l'importance sur les valeurs de plan informatif derrière qui nous donnent donc cette unité de lieu. C'est pour ça que j'ai observé qu'il y en a certains qui seront plutôt en couple 35 et puis couple
couple 85 derrière. 35 et 85. Ça peut être un excellent compromis. J'ai 2 boîtiers, j'ai 2 optiques, et je fais quasiment tout. Au 35, je suis comme en mode reporter, parce qu'on se rappelle que les reporters des années 60-70 c'était leur œil, le 35. Et c'est une optique qui nous permet de mettre de l'arrière-plan, et puis de faire des portraits en étant proche d'un sujet. Et puis le 85, on va aller chercher de l'expression, on va aller isoler, on va aller chercher de la couverture d'album. J'ai après observé des photographes qui sont un petit peu dans la même démarche, mais qui ont une photographie un petit peu plus engagée, qui rentrent un petit peu plus dedans, qui sont plus proches, et qui vont descendre en focale avec un 50. Il y a 24. Deuxième façon de faire. Et puis après, il y a le photographe qui tourne, qui veut chercher une écriture. Je dis qui tourne parce que sur des focales, là où on est plutôt entre 600 et 900 000 euros sur les focales fixes, ou 1200 peut-être pour une ou deux. Ah oui, qui tourne, c'est-à-dire qui fait du mariage, on va dire, qui rentre de l'argent. Oh, qui rentre de l'argent, et bien là, on va directement aller chercher les 1.2, quoi. Et dans les 1.2, vous avez le 50-1.2, vous avez le 85-1.2, et puis vous avez le 135 Plena, qui sont des très très belles focales, mais qui sont plutôt entre 2005 et un petit peu plus de 3000 chacune. Donc là, elles sont beaucoup plus légitimes sur du Z8, elles sont beaucoup plus légitimes sur du Z9. Elles sont plus lourdes aussi. Ça par contre, le truc, c'est qu'au bout d'une journée, avoir ça, je vous promets non, parce que c'est pas ce que j'utilise, mais quand je vois la différence entre les deux, on doit être au moins peut-être 3 ou 4 fois plus lourd. Et je vous promets qu'avoir 2 objectifs, 2 boîtiers avec 2 objectifs lourds comme ça toute la journée, déjà, même avec un harnais, déjà avoir 2 Z8 avec un 2 Z7, 2 avec des objectifs comme ça pèse, ça peut peser un petit peu. Alors avoir ça toute la journée, faire du renfort. Hein. Ou on va aller la chercher pour des images particulières, les séances de couple, peut-être pendant l'apéritif pour aller chercher des détails et isoler derrière. Dans tous les cas, c'est des outils d'écriture. Et si vous basculez sur ce type de focale, vous allez vous rendre compte que entre vos premiers reportages et puis au bout de 6 mois d'utilisation, vous allez sentir des nouvelles choses, vous allez travailler de façon différente, vous allez chercher des nouvelles images. Mais c'est vrai que ces optiques 1.2, les photos à table avec les lumières qui décroît ou il y a de très beaux rendus des lumières ambiantes, quoi. C'est des optiques que l'on va utiliser pour ne pas utiliser le flash, quoi. Pour ma part, du coup, vous l'aurez compris, moi je suis plus au 24 et au 50. Et moi je suis plutôt 35 et 85. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, je vous dis depuis longtemps, en termes de focale fixe, on a 2 teams. Alors, la team des timides en 35-85 et la team des moins timides en 24-50. Donc toi, t'es timide. Il veut pas le dire du coup parce qu'il est trop timide pour le dire. Donc là, on est plutôt sur une écriture affirmée et ça me paraissait important, toujours pareil, de lister c'est qui je suis, quel type de photo je veux faire et quel type de budget j'ai. À travers le budget, je vais assembler parce qu'on réfléchit sur un sac photo et pas sur une seule optique. Donc un sac photo a de l'importance et puis l'investissement pendant combien de temps derrière. Voilà un petit peu les questions à se poser. Puis après, je suis plutôt débutant et puis je ramène de l'information ou alors j'ai une écriture artistique plus engagée dans mon reportage et je choisis les bonnes focales. Après, je vais quand même faire une nuance aussi. On peut du coup aussi ramener de l'information même avec les objectifs où on a dit que c'était une signature et inversement, évidemment. Là, je dirais qu'on est plus sur l'intention qu'on a derrière parce qu'on peut très bien utiliser. Il y a des photographes comme Franck Boutonnet qui utilisent des zooms et qui du coup font des très belles photos. Et il y a plein de photographes qui font aussi de la focale fixe et qui font des moins belles photos aussi. Donc l'un ou l'autre ne veut rien dire. C'est aussi ce qu'on y met derrière et notre œil qu'on a. Quoi. Ouais. Quelqu'un de talentueux, quelle que soit l'optique, sortira des belles choses. C'est plutôt quelqu'un qui aura travaillé et réfléchi, qui aura de l'expérience, mais de l'expérience réfléchie, pas juste du temps passé. J'aime bien le ressortir celui-là. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Dans du mariage? Dans du mariage du 180-600. Franchement, le prochain mariage, je vais l'essayer. Je pense qu'il peut avoir certains intérêts. Moi, je suis toujours à chercher à positiver. Soit pour aller chercher des photos pas vues. C'est une cérémonie, en partir du principe, c'est une cérémonie catholique avec grande église. Une grande église. Les discours sont interminables, je me balade. Si j'ai la possibilité de monter dans les étages et puis d'aller chercher des plans loin, pourquoi pas? Faut juste se trimballer, quoi, c'est tout. Ouais, après si t'es garé pas loin et que tu le remets dans la voiture, pourquoi pas? Et aussi au cocktail pour faire des portraits de loin. Je préfère aller proche pour les portraits, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent d'être au 135 ou 105 du coup, puisque j'ai pas le 135 Nikon. Et au cocktail, ça peut être aussi moyen d'attirer l'attention et de créer de la discussion, parce que si on part du principe qu'au cocktail, on va également jouer la sympathie pour recruter et puis signer des mariages à venir parce qu'on a identifié des jeunes couples tout amoureux, un gros objectif comme ça fait parler. Puis vous le mettez en main et puis vous dites regardez et regardez mamie là-bas ce que ça donne et vous créez un premier lien. Donc moi je le verrais peut-être un outil de recrutement. Okay. Bon, on peut voir aussi l'inverse, c'est d'être proche et donc du coup en étant proche on discute aussi plus facilement avec les gens.
Donc voilà, niveau matériel, je pense qu'on est bon. J'aimerais juste terminer cette vidéo par ce qu'il y a dans le boîtier, des petites choses, des petites nouveautés qu'il y a chez Nikon pour pouvoir nous faire gagner du temps, nous faire réussir un peu plus facilement nos photos et surtout nous faire gagner du temps en post-prod. Et cette question-là, on peut y passer la journée. Tellement c'est grand et c'est important. Si on peut y passer 5-10 minutes max. Dans tous les cas, on est sur des logiques d'hybride. Donc les logiques d'hybride, c'est que dans le viseur, je vois mon image composée. C'est pas neutre de voir une image composée. À tout moment, on valide sa bonne balance des blancs, histoire d'être clair. On peut valider avec les pixel control ses intentions de rendu. On n'oublie pas qu'on a énormément de fonctions aujourd'hui propres au portrait. Et là, va se poser la question, dans le gain de temps de la production, à quelles sont les images que je fais en RAW et quelles sont les images que je fais en JPEG. Sachant que comme on voit ce qui se passe, que l'on fait plus d'erreurs d'exposition, d'autant plus que la plupart des optiques qui ont des doubles bagues ou qui ont des bagues paramétrables, même sur les focales fixes, si cette bague elle vous sert pas au point, elle peut servir en correction d'exposition. Donc à tout moment, je peux avoir une logique plus claire ou plus foncée de mon image, parce que j'ai une lumière rasante où j'ai besoin d'éteindre mon image. Au contraire, j'ai besoin de sublimer et puis de rééclairer derrière. Donc, il y a plein de personnalisations possibles comme ça qui sont intéressantes à travers les différentes touches fonctions. Le fait de recadrer rapidement en DX sur un 45 millions de pixels parce que justement, t'es sorti avec le 50, t'étais trop juste et t'as besoin d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc, ça, après, c'est quelque chose qu'on peut faire en post-prod aussi. Ouais, mais si tu le fais à la prise de vue et que t'as gagné du temps, on est là. Hein. Notre introduction, c'était rentabilité. Hein. Gagner du temps. Après, j'ai vu d'autres photographes qui travaillent en RAW mais qui sont travaillés sur les lumières et qui du coup mettent leur boîtier en noir et blanc. Ça, c'est ce que je vous conseille. C'est une possibilité. Perso, moi j'ai du mal parce que j'aime bien la couleur. Moi, ça me permet surtout de pouvoir voir la lumière tout de suite. Et une bonne photo, c'est une bonne lumière, sans être distrait par la couleur qui des fois peut, tu vois, te faire dire la photo est bien, mais en fait, la lumière est merdique et le rendu final sera pas très cool. Avantage, inconvénient, toujours le parti pris. Moi, la quantité de faux, je me suis rendu compte que derrière, il y avait un arrière-plan coloré qu'il fallait surtout que je sorte de la photo et que je n'aurais pas vu en noir et blanc parce qu'il y a belle maman qui est habillée en bleu marine, parce que les belles mamans sont toujours en bleu marine, mais tout d'un coup, t'as une cousine qui est dans un rose fuchsia qui te pourrit, qui te fait un point lumineux flou derrière. Donc, ouais, les autofocus, mais il est clair que les gammes adultes Z9 qui ont des systèmes 3D, donc les 3D, c'est pas je fais la photographie en 3 dimensions, c'est que j'indique à mon appareil photo où est mon sujet à travers le collimateur que je porte dessus et l'appareil photo va directement chercher les yeux. Ou alors comme sur les Z6 où j'ai des fenêtres avec dedans de la captation des yeux. Oui, ça nous permet de travailler vite mais surtout de travailler des fois à bout de bras et d'aller chercher un sujet derrière. Donc il y a toujours cette rentabilité derrière. D'où le grand intérêt aussi de l'hybride, c'est qu'avant avec le Live View, du coup c'était pas très réactif quand même. Hein. C'était cool mais c'était pas très réactif, on le mettait pas souvent. Alors que là c'est dès qu'on enlève notre œil, si on l'a bien configuré, ça arrive ici et il est très facile d'aller là-bas et juste de regarder. Enfin, je suis là comme ça et je regarde vite fait. Même si je vois pas totalement l'écran parce qu'il est en mode genre comme ça et moi je suis ici, en fait je vois à peu près, j'arrive à cadrer beaucoup plus facilement de loin. C'est très réactif tout de suite puisque c'est comme si on était l'œil dans le viseur. Oui, puis Z8, Z9 en plus ils ont plus de blackout. Donc quand on déclenche, on continue de voir l'action, donc on sait si la personne elle a fermé les yeux ou non. Pour moi, le passage à l'hybride en maîtrisant correctement son exposition, c'est finalement beaucoup de gains de temps post-production, notamment avec les outils de correction d'expo et puis tout ce qui est œil ouvert, yeux fermés. Et si vous maîtrisez bien les autofocus, tout est dedans, donc on ne doit pas avoir de problème d'image floue, quoi. Et puis après, comme on est sur des autofocus qui sont intelligents, qui nous détectent les sujets, il faut profiter de cette détection de sujets pour faire autre chose dessus. Et c'est vrai qu'on peut travailler de manière globale et de manière sélective. Donc les manières globales, c'est les picture control, c'est les balances des blancs qui sont surtout des images. Chez Nikon, c'est les delighting également, qui sont ces fonctions qui permettent un petit peu de retrouver de l'information dans les hautes et dans les basses lumières. Et puis tout ce qui est sélectif, ça va se faire à travers deux outils qui s'appellent donc maquillage et qui s'appellent rendu des portraits et qui sont là pour faire de la correction sélective sur les teintes chères. Donc le mode maquillage, il est très mal nommé. Le mode maquillage, le but du jeu, c'est de faire de la retouche beauté, c'est de faire en sorte de lisser légèrement les teintes chères et d'éviter d'avoir des petits points blancs, des trucs pas beaux, sachant que derrière on est sur un 45 millions de pixels, donc il y a moins d'artefacts. Si on zoome, surtout sur une optique avec une très belle définition, vous n'allez pas maquiller tous les invités et vous n'allez pas vous faire de la retouche sélective sur toutes les photographies derrière. Donc le fait de demander à l'appareil photo de le faire parce que lui il a identifié jusqu'à 3 portraits, c'est sympa. Enfin, je mets juste un petit warning là-dessus. Ça marche sur votre boîtier. C'est ça, c'est définitivement appliqué sur les JPEG, c'est réversible en RAW ou en F sur les logiciels Nikon comme NX Studio, mais par contre c'est pas Lightroom, il voit pas cette couche de réglage là.
Ouais, ou Capture One et tout. Donc faites attention, si vous avez un workflow avec Capture One ou avec Lightroom, si vous faites ça sur votre boîtier, bah vous l'aurez pas. Donc ça sert pas. Sauf à se dire que c'est des images où on fait du RAW plus JPEG et qu'on regarde après comment ça se comporte. Parce que faut pas oublier que oui, on travaille en RAW parce que c'est vachement facile, les corrections d'exposition, c'est hyper réversible, on a beaucoup d'infos. Mais entre les JPEG d'il y a 20 ans et les JPEG d'aujourd'hui, c'est quand même complètement différent. Quantité d'informations. Il y a le JPEG aujourd'hui est retravaillable. On a des portraits au ton riche qui favorisent les teintes chères dans la gradation des JPEG. Et puis c'est important notamment en vidéo parce que l'étalonnage couleur est un petit peu plus compliqué. Donc ces éléments-là, ouais, si vous travaillez en vidéo 4K ou 8K, une correction de maquillage c'est pas neutre. Vous découvrez un nouveau produit, vous rentrez dans le système Z, vous resettez votre cerveau. Tout ce que vous avez connu et appris avant sur votre boîtier précédent, vous l'oubliez. Et vous partez en découverte de ce nouveau produit. Parce que sinon, vous allez passer énormément de temps à chercher des raccourcis pour faire comme avant, et c'est pas bien. Donc non, rentrez dans le nouveau système, regardez ce qui vous apporte et apprenez le nouveau système. Et perdez pas du temps de cerveau à chercher à adapter le nouveau système à la manière dont vous travaillez avec l'ancien système. C'est un peu déstabilisant. Je veux dire que moi, il y a des choses où j'ai beaucoup de mal à m'habituer. Genre par exemple la détection des yeux. Tu vois, sur le Z7 ou sur n'importe quel autre boîtier ou qui a ça. Beaucoup de mal à m'y habituer aussi parce que on peut, je sais, il arrive à détecter les yeux d'une personne et donc changer de personne ou swiper, changer des yeux et tout. Mais du coup, moi j'ai toujours travaillé, tu vois, en collimateur central à aller chercher mon focus et de décadrer. Et en fait, je trouve que je vais beaucoup plus vite, tu vois, en faisant ça qu'en utilisant les fonctions intelligentes du boîtier. Mais pour moi, c'est les habitudes à prendre, d'autant plus qu'on peut réduire les fenêtres. Hein. Donc, on peut réduire les fenêtres. J'apporte juste une alerte, surtout ceux qui travaillent en mode j'accroche et je décadre. C'est que sur le collimateur, se fait pas que l'autofocus, mais se fait la mesure de cellules, se fait ça dépend. Si tu as mis en AF on à ce moment-là, voilà, tu déverrouilles tout. En fait, l'idée, c'est que sur le bouton AF on ici, qui est le bouton absolument magique, évidemment, l'idée, c'est d'avoir le focus ici et la prise de lumière à mi-course du déclencheur. Et ça implique un pilotage des boîtiers qui demande une certaine maturité, ouais. Oui, après, c'est un truc, c'est vrai que ça, c'est mais quand, tu vois, en fait, je rebondissais sur ce que tu disais, sur les habitudes qu'on a sur nos anciens boîtiers et sur les nouvelles formes de boîtiers avec les hybrides. C'est aussi, comme c'est des nouvelles technologies, il faut aussi réapprendre. C'est comme moi, tu vois, en ce moment, avec tout ce qui est les algos, type ChatGPT ou des trucs comme ça, j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Même Copilot ou des trucs comme ça, j'ai beaucoup de mal à les utiliser parce que mon cerveau, il a du mal à me dire ça va me faire gagner du temps sur beaucoup de choses, alors que quand j'en discutais avec un pote qui lui les utilise beaucoup, et en fait lui il s'est mis dans le mode bah voilà, plein de trucs je peux lui demander, mais il a dû réapprendre beaucoup de choses sur la façon dont il cherche, la façon dont il vit pour pouvoir les utiliser et que ça lui fasse gagner du temps. C'est du temps de cerveau. Ces nouvelles gammes vous permettent de gagner votre vie en tant que photographe de mariage. Je me dirais, pour moi qui suis dans une marque, le job est fait et merci de votre confiance, quoi. Et puis si vous avez des questions. Non, je suis à un point d'entrée de Nikon, je suis un rouage de Nikon, mais Nikon est une grande et belle maison qui est structurée et donc les points d'entrée on les trouve sur notre site web, mais de manière générale on a des points téléphoniques et par chat. C'est le rôle de notre support technique et j'ai 3 collègues qui font ça toute la journée. Et nous avons le Nikon Plaza où là il y a 3 personnes qui reçoivent physiquement et puis on a quand même Thomas, Cyril et Hugo. Et on a quand même un réseau de revendeurs et c'est toute la force de Nikon. Et dans toutes les grandes villes, vous avez un ou plusieurs magasins. Allez pousser la porte, jouer la proximité, jouer l'échange là-dessus. Et Bon, évidemment, la question qui arrive tout le temps, c'est on a des réductions en ayant vu cette vidéo? Pas ma connaissance, parce qu'une réduction, il y a quelqu'un qui la finance derrière. Mais par contre, vous avez régulièrement des promotions qui sont faites dans des périodes d'achat. Donc là, maintenant, ce que vous pouvez faire, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site nikon.fr pour voir tout le matériel qui existe et puis aller pousser la porte, comme tu disais, d'un revendeur près de chez vous. Si vous avez des questions, j'ai envie de dire, les posez pas à moi, mais vous pouvez quand même en poser en commentaire ici. Vous les mettez en commentaire et je m'engage à jeter un coup d'œil 4-5 jours après la publication pour regarder ce qui est de mon ressort. Et puis surtout, on peut parler aussi de Nikon dans les formations du guide du photographe de mariage. Et puis il y a même des surprises. Merci à toi Roland, parce on voulait faire un petit quart d'heure, là on a enregistré quasiment 1 heure. Bon courage pour les quêtes. Dans tous les cas, merci pour cette information et puis prenez plaisir. Une petite aparté à la fin de cette vidéo, j'ai fait mon premier mariage avec un Nikon Z8. Je l'ai depuis quelques mois et j'avais pas eu de mariage depuis. Et j'ai fait mon premier mariage avec le Nikon Z8 et je dois vous dire qu'au niveau autofocus,
autofocus. Je suis bluffé. Il y a eu plein de mises à jour autofocus chez toutes les marques, tout ça et tout, depuis plein d'années. J'ai jamais eu vraiment un truc qui m'a fait me dire waouh. Et là, je dois vous dire qu'avec le Z8, j'ai plus de problème en soirée. En fait, avant, en soirée, je me bloquais en manuel, je me mettais à une mise au point à 2-3 mètres, 2 mètres, et donc du coup, j'allais shooter comme ça. Et là, je dois vous dire que j'ai plus besoin. En gros, j'appuyais sur le bouton d'autofocus et ça faisait mon autofocus. Je voulais juste vous dire ça, un petit aparté, parce que on a enregistré cette vidéo il y a un mois et demi. Entre-temps, j'ai fait ce mariage-là et je voulais vous en parler comme ça, voilà, vous faire un petit retour. Il y a des annonces qui se font, mais surtout sur le mail du guide du photographe de mariage que vous avez là en lien. Vous pouvez vous y inscrire en lien dans la description, c'est super important. C'est super utile puisque vous aurez plein d'infos 2 fois par semaine. Et donc là, normalement, je vais te redire maintenant ce qu'on dit. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos. Amusez-vous. Et surtout, signez des mariages. Au revoir.